Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de trading en direct. Nous sommes le 27 octobre 2016. J'espère que vous allez bien, que le son est de bonne qualité pour tout le monde. Je vais m'empresser de vérifier cela tout de suite par l'intermédiaire du chat. Je vous demande un petit instant. On va également amorcer la séance avec le disclaimer. Je fais patienter un léger instant. Je vais changer ma plateforme d'écran, vérifier que tout soit OK sur le chat et on va pouvoir démarrer.
Bonjour Youssef, bonjour Pierre, bonjour Yanis. Alors Yanis me dit son ok, mais j'ai Pierre qui me dit qu'il n'a pas de son. Du coup je vais attendre d'avoir davantage de retours là ici sur le chat pour pouvoir démarrer. Alors dans l'attente de vos retours, j'ai préparé quelques petites choses pour qu'on puisse amorcer cette séance en toute sérénité. Alors. Hop. Ok, donc ça semble bon. Alors Pierre me dit j'ai du son mais un écran BFM. Vous voyez toujours l'écran BFM? Normalement là vous devriez voir mon écran là. Avec le disclaimer. Est-ce que vous voyez la clause de non-responsabilité là sur mon écran? Pierre me dit ok, Youssef aussi, super, bon merci pour les retours, allez on attaque. Les opinions, nouvelles, recherches, analyses, prix ou autres informations contenues sur cette présentation sont à considérer comme un commentaire de marché général et ne constituent pas un conseil en investissement. GKFX n'acceptera aucune responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris sans illimité, toute perte de profit qui peut découler directement ou indirectement de l'utilisation de la confiance sur de telles informations. Alors on va débriefer là ici sur la séance du jour. Pour ceux qui ont pu suivre l'intervention sur BFM, je vais reprendre un petit peu les mêmes propos. Bonjour Roger. L'idée c'est de se dire qu'en fait on est sur des seuils qui sont techniquement très intéressants. Moi j'ai pas eu l'opportunité tout à l'heure à l'antenne d'exprimer tous mes scénarios sur davantage d'actifs, mais là pour le coup on va passer un peu de temps ensemble, donc je vais avoir l'opportunité de le faire. Donc je vais vous montrer là ici tous les scénarios que je suis en train de surveiller, mais on va bien entendu parler dans un premier temps de la configuration du CAC. Pour ceux qui suivent un petit peu mon champ de bataille par l'intermédiaire de mes posts sur les réseaux sociaux ou ceux qui étaient là mardi ou jeudi dernier pendant la séance. Moi sur le CAC j'ai une ligne de tendance qui vient caper les points hauts du cours depuis 2013, donc elle est vraiment orientée swing trading. Vous le voyez, je suis sur de l'hebdo. Si je zoome un petit peu sur mon graphique, on le voit, c'est assez opportun, même si je suis sur du daily et que je dézoome. Je pense que c'est assez révélateur. En passant sur du 4 heures, on voit bien que les points hauts du cours se sont bien arrêtés dessus. Ils venaient bien là ici rebondir sur la borne basse de mon triangle. Donc là, on avait vraiment une configuration assez intéressante à surveiller. Et puis jeudi dernier, avant la BCE, je vous disais qu'il me semblerait délicat d'avoir un CAC au-dessus des 4520 en clôture journalière avant jeudi. Finalement, je ne me suis pas trompé sur le fait, puisque le CAC a clôturé au-dessus de 4520 points en données journalières, et bien justement jeudi, suite à l'intervention de Mario Draghi qui nous a fait comprendre finalement que le quantitative easing allait certainement durer au-delà de mars 2017, donc au-delà du premier trimestre de l'année prochaine, et surtout que le tapering, l'assouplissement monétaire, le fait était de réduire le quantitative easing par l'intermédiaire de plusieurs échéances, eh bien, était difficilement qualifiable à l'heure actuelle, étant donné que les objectifs d'inflation étaient loin d'être respectés. Voilà, donc c'est intéressant. On a un CAC qui a franchi un niveau très très charnière, 4500, 4520, c'était vraiment influent. On a des points hauts annuels qui sont, on le rappelle, 4607 sur le contrat cash. Donc là, on est vraiment pas très loin. On a franchi donc cette oblique qui est datée finalement depuis le premier trimestre 2015. Et là, on voit bien hein, le CAC, la réaction là ici à court terme. Je suis sur du 4 heures, je vais passer sur du 1 heure. Vous voyez, c'est vraiment assez délicat. On a à boire et à manger, des acheteurs qui trouvent des opportunités sur le support des 4500, des baissiers qui se manifestent autour des 4550, 4540 points, c'est les niveaux charnières là ici de résistance, je dirais à court terme. Donc vraiment, c'est délicat. Graphiquement, on a une configuration qui est vraiment propice à la poursuite de la hausse du CAC à horizon moyen terme. Le problème, c'est que les signaux qui sont déclenchés sur des échelles de temps aussi conséquentes que le daily ou l'hebdomadaire doivent être assimilés, coordonnés à un driver fondamental, à une annonce économique, à une trajectoire de politique monétaire, etc. Et là, pour le moment, on n'est pas dans le vif du sujet. Le vif du sujet, ce sera le 3 décembre avec l'intervention de la BCE. Ce sera le 13 et le 14 décembre prochain avec les interventions juxtaposées du FOMC et de la Fed, savoir si on va enfin monter ces taux ou pas. Donc, dans l'attente finalement de ces drivers, on va avoir là ici un mois de novembre assez compliqué. On a du mal à comprendre pourquoi le CAC pourrait passer en dessous de 4500 et on a également du mal à comprendre finalement pourquoi le CAC pourrait s'envoler au-dessus des 4600. Donc là, à court terme, l'interprétation elle est assez délicate sur les indices boursiers européens. Moi, l'interprétation que j'en fais, c'est que pour le moment, c'est relativement compliqué d'essayer de se positionner. Toujours est-il que les plus agressifs d'entre vous tenteront certainement
d'acheter 4500, de payer le support des 4500 en ajoutant des niveaux de stop sous les précédents points bas, dans l'optique de jouer un risk reward intéressant, parce que graphiquement parlant, on le répète, le setup il est validé, la configuration elle est très propre. On a eu un point haut sur 4580 points qui, à la suite de cela, a manifesté un correctif baissier sur le CAC, correctif baissier finalement qui nous a permis de regagner 4500. 4500, vous le voyez sur mon graphique, ça fait office de résistance à de nombreuses reprises, et là actuellement ça fait office de support. Donc on a vraiment là ici l'inversion du rôle du seuil qui est en train de se confirmer, ce qui, encore une fois, crédibilise la poursuite à moyen terme de la hausse sur le CAC, mais toujours est-il qu'on n'a pas de drivers fondamentaux corrélés là ici à ce signal graphique haussier sur l'indice parisien. Si vous avez des remarques, des suggestions, etc. à apporter ici à l'analyse que je vous donne, n'hésitez pas à intervenir sur le chat en posant des questions, en essayant encore une fois de rendre le débat interactif mais également constructif. Voilà. Donc le CAC, situation confuse, je trouve, à court terme, pardon, entre 4500 et 4550. D'ailleurs, le graphique parle pour moi, hein, on le voit, ça part dans tous les sens. On a des mèches à tout azimut. Donc là, on est vraiment sur une configuration d'indécision. Encore une fois, dans le cadre de mon plan de trading et des séances que j'anime pour vous, pour l'audience, on essaye de privilégier finalement des configurations directionnelles. On va essayer de jouer des théories de dos, de jouer des configurations un peu utopiques, de chercher des canaux haussiers, baissiers, d'essayer de trader les sorties des figures chartistes, les triangles, etc. Là, pour le coup, sur le CAC, bien malin est celui qui peut essayer de me donner finalement des arguments graphiques ou techniques favorables à la hausse ou à la baisse sur une faible amplitude de temps. Donc, si vous pensez avoir un scénario intéressant suite à des retracements graphiques ou des indicateurs techniques, honnêtement, toute information est bonne à prendre et je serai vivement intéressé pour vous écouter, vos propositions là ici sur le CAC. Moi, à court terme, je vais tout simplement rester très lucide. Je vais être inactif entre 4500 et 4550, advienne que pourra. Cassure des 4500, on aura bien entendu des baissiers qui vont se manifester, et franchissement des 4550, les haussiers prendront la main sur le cours. Donc, entre les deux, finalement, comme je l'ai dit précédemment, on a là ici un marché qui explose sur le support, qui rebondit sur la résistance. Certains me diront, du coup, David, on va payer 4500, on va sortir 4550 et on vendra 4550. Bon, je pense pas que ce soit non plus la bonne solution d'essayer de vendre la résistance. Moi, je pense qu'il faut essayer de privilégier les scénarios dans le sens de l'analyse graphique moyen terme, c'est-à-dire privilégier les scénarios haussiers. Pour moi, le seul scénario qui peut tenir la route pour le moment, c'est de payer 4500 avec un stop sous les précédents points bas en laissant tourner ça en direction des points hauts annuels juste en dessous des 4600, puis par extension 4700. Ça me semble être le scénario le plus crédible au cours actuel sur le CAC. Donc scénario moyen termiste. À court terme, je vous le redis une dernière fois, entre 4500 et 4550, je passerai mon chemin. Du coup, on va parler du DAX, puisque le DAX, la configuration est aussi extrêmement intéressante. Le DAX, on va en parler là ici sur du 4 heures. Vous voyez, on avait cet énorme là ici triangle symétrique d'indécision dont on est passé au-dessus finalement la semaine dernière. C'était exactement jeudi dernier pendant la séance de trading en direct ensemble. Je vous disais, il faut attendre une clôture du DAX au-dessus de 10 650. Souvenez-vous, 10 650 c'était ici. Moi, c'est un niveau qui m'avait effrayé parce que vous le voyez, on l'avait testé ici mais on avait échoué. Ici à 2 reprises on l'avait testé mais on avait également échoué. Donc j'attendais qu'on ait vraiment la clôture d'un chandelier journalier au-dessus des 10 650 pour vraiment anticiper une poursuite de la hausse du DAX. Finalement, ça a assez bien fonctionné à court terme, puisqu'à court terme, on a un DAX qui est aussi au sein d'un beau canal haussier, là ici, jusque ses points hauts annuels. Lui a franchi ses points hauts annuels, il a été talonné les 10 830 points, contrairement au CAC qui, lui, s'est freiné à l'encontre de ses points hauts annuels. Donc, on a eu vraiment une belle hausse, là ici, sur le DAX, mais on a un correctif qui s'est mis en place suite à la cassure, là ici, des 10 750 points qui étaient confondus avec la borne basse de ce canal. Donc, depuis, là ici, la mise en place de ce correctif, on est venu regagner les 10 630 points, on a réamorcé un rebond au départ de 10 775 et vous le voyez au cours actuel, c'est comme le CAC, c'est délicat. À court terme, essayer de déterminer des opportunités graphiquement viables qui vont respecter des théories de dos ou dans tous les cas un jargon technique, c'est relativement délicat. Donc du coup, on va passer sur les échelles de temps à plus court terme, là ici en s'inspirant de ce qu'on a sous les yeux sur le 15 minutes, je vais aligner les précédents points bas du cours ensemble. On se rend compte qu'on a une belle ligne là ici de tendance haussière qui vient caper ces précédents points bas du cours à la hausse. Donc on est tenté d'essayer d'acheter. D'ailleurs au cours actuel on est juste en dessous des 10 600, on est à 10 696. On pourrait se poser la question de payer le DAX là ici avec un stop relativement serré en
en misant finalement, en tablant sur un rebond là ici sur cette ligne de tendance en direction des 10 725 puis 10 750 par extension, honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas. Le tout est de comprendre que la configuration est indécise, que le marché n'est pas directionnel et qu'effectivement les scénarios les plus opportuns seront ceux, je pense, dans le sens du mouvement moyen terme, donc haussier, et donc l'idée ce sera d'acheter des supports puisque pour le moment on ne peut pas encore se permettre d'acheter des rebonds francs sur une borne basse de canal haussier, etc. Voilà, donc vous avez compris le message, je pense, sur les indices européens. Pour moi les configurations elles sont extrêmement intéressantes, seulement elles ne sont pas agrémentées de macro-éco et du coup eh bien on le voit là ici à court terme, on a des marchés qui se cherchent, qui ne trouvent pas finalement, je dirais, le carburant nécessaire pour donner raison à l'analyse graphique et à l'analyse technique sur ce coup-ci. Après, le temps fera peut-être bien les choses, puisqu'on est dans le cadre d'une semaine qui est assez chargée d'un point de vue du calendrier éco. Aujourd'hui, on a eu le PIB britannique qui est ressorti ce matin. D'ailleurs, il est ressorti en hausse à 2,3% pour le troisième trimestre. Donc c'est, je dirais, plutôt une bonne nouvelle pour les Britanniques qui sont en train de préparer tout doucement leur Brexit, qui, Theresa May l'a rappelé, sera prévu pour mars 2017, donc ça va tomber à peu près dans les cordes finalement de l'extension du quantitative easing de la BCE, donc on va aussi avoir beaucoup de choses à surveiller à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Et donc voilà, je vous ai situé là ici mon champ de bataille, ma façon d'interpréter les choses à court terme, à moyen terme. Yanis me dit, pour moi il y a un double top en weekly, on va du coup s'empresser d'aller en weekly. Effectivement on avait un double top, je pense que Yanis là ici parle effectivement de ces deux sommets qu'on a ici. Alors c'est vrai que ces deux sommets peuvent effectivement faire office de résistance. Je vous les balise là ici sur du daily, un premier ici, un second ici, et là on pourrait potentiellement parler d'un triple top. Le tout c'est que les niveaux sont difficilement, je dirais, respectés, puisqu'on est sur 10 800 sur le premier top, on est sur 10 770 sur le second top, et sur le troisième on est sur les points hauts annuels. Donc c'est un niveau qui, horizontalement parlant, n'est pas très précis, mais effectivement Yanis a raison de le dire, on a dans tous les cas la possibilité de constater que la locomotive allemande s'est essoufflée déjà à 3 reprises aux alentours des 10 800 points. Entre 10 770 et 10 840, on a effectivement un marché qui a déjà rebondi plusieurs fois. Yanis nous dit oui sur 10 800. Voilà. Donc du coup, des configurations intéressantes à surveiller qui demandent à mon sens à être corrélées à de la macro-éco. Je vous disais tout à l'heure qu'on était dans une semaine qui était propice aux nouvelles économiques potentiellement favorables à la hausse de la volatilité sur les marchés. Aujourd'hui on a eu le PIB UK, demain on va avoir le PIB français, bon, qui à mon sens aura peu d'impact sur les marchés, mais surtout demain on va avoir le PIB américain. Donc PIB US demain après-midi, ça sera la statistique phare de la semaine, celle qui pourrait potentiellement impacter le plus les marchés en fonction du chiffre qui va tomber, savoir s'il sera concordant avec les attentes ou pas du tout. Voilà, on va passer sur d'autres configurations, puisque vous l'avez compris, à court terme, trop d'indécision à mon sens là ici pour envisager, je dirais, des scénarios bien argumentés, vous voyez. Donc on va parler de l'eurodoll, on va parler finalement de plusieurs configurations. Si vous en avez sous les yeux et que vous voulez qu'on passe un petit peu de temps dessus, n'hésitez pas à m'en parler. Eurodoll, on avait vraiment une zone de résistance là ici très intéressante sur les 1,0930. Je vais vous expliquer pourquoi. Là je suis sur du 30 minutes, on va directement passer sur du daily. Vous voyez sur le daily, là ici on a une ligne qui vient relier ce sommet, ce second, ce troisième, d'accord, ce quatrième, et une fois que cette ligne avait été franchie, eh bien on avait eu un rebond haussier là ici dessus. Donc vraiment cette ligne de tendance, elle a bien fonctionné. Et si on regarde là ici l'extension de cette ligne de tendance à court terme, c'est ce que je vais vous montrer là ici sur du 4 heures, l'extension de cette trendline arrive ici. D'accord, donc on l'a cassé finalement ici en dessous des 1,0960. Et avant de l'avoir cassé, cette ligne de tendance, on avait rebondi à la hausse dessus à 2 reprises. Donc on voit que le marché l'avait bien identifié. Vous voyez, même dans les données un peu plus lointaines, ça avait bien fonctionné. Donc elle a été cassée. Une fois qu'elle est cassée, cette zone de support dynamique est censée faire office de résistance. Donc on est censé s'attendre finalement à un marché baissier à l'encontre là ici maintenant de cette ligne de tendance. Et vous voyez, dans un premier temps, on avait également à court terme cette trendline qui sera plus parlante, je pense, sur une échelle de temps 1 heure. On va la raffiner légèrement. Et vous voyez, sur du 1 heure, c'était tout de même pas anodin. On a cette ligne qui vient caper ce sommet, celui-ci. Là, ici, cette mèche, on n'est pas loin là ici de pouvoir toucher celui-ci. On a l'extension de cette mèche également. Et ces points-là aussi. Donc du coup, 1,0930 pour moi c'était un niveau de résistance qui était assez facile finalement à interpréter puisqu'il était confondu avec presque 2 lignes de tendance. Donc je vais effacer celle-ci de façon
je dirais à épurer mon plan de trading, mon champ de bataille. Mais voilà, vous le comprenez, pour moi, 1,0930, déjà on a un double top en plus dessus, sur ce niveau. Donc on va globalement privilégier les ventes à l'encontre des 1,0930. Si on passe là ici sur du 15 minutes, bon et bien sur du 15 minutes, je vais dézoomer un petit peu mon chart. Je vous demande un petit instant, de toute façon, à ce que ce soit un petit peu plus visible, ou alors on va se mettre sur du 30 minutes, ouais, voilà. Sur du 30 minutes on y voit un peu plus clair. Donc sur du 30 minutes, on comprend que l'eurodoll est en train de former là ici un triangle symétrique d'indécision à court terme. Triangle symétrique d'indécision où ça va être assez facile finalement de le trader, puisque franchissement des 1,0930, on aura vraiment un signal d'achat, puisque on aura franchi ce double top, on aura franchi ce niveau horizontal, on aura franchi l'extension de cette ligne de tendance qui date quand même depuis plusieurs séances. Donc au-dessus d'un 0,930, on sera aussi en direction d'un 0,960 dans un premier temps. Donc si le scénario se déclenche là d'ici quelques minutes, c'est clairement un scénario que je vais prendre pendant la séance de trading en direct. Donc franchissement d'un 0,930, je suis acheteur d'eurodoll, je paye en direction d'un 0,960. Deuxième scénario opportun et qui serait encore plus intéressant à mon sens, puisqu'on serait dans le sens du marché, ce serait d'attendre là ici la cassure des 1,09. Cassure des 1,09 signifierait cassure de la borne basse du triangle, poursuite de la baisse et cassure d'un niveau psychologique dans le sens du mouvement de fond. Donc je paye la cassure d'un 0,9 ou je paye le franchissement d'un 0,930. Donc là c'est voilà, assez simple. On a un range, je dirais, d'une trentaine de pips qui va dans tous les cas être amené bien, à diminuer au fur et à mesure du temps, puisque cette ligne de tendance elle monte, celle-ci elle descend. Donc vous voyez que le range est de plus en plus étroit au fur et à mesure des minutes. Donc on va s'approcher dans tous les cas d'une opportunité potentielle à saisir sur l'eurodoll. J'espère qu'elle va bien se déclencher devant nos yeux pour qu'on puisse la saisir en temps réel. Voilà donc pour le point eurodoll, des ventes à privilégier en dessous des 1,0930. Actuellement on est à 1,0918, c'est pour moi un petit peu tard pour rentrer, mais on aurait commencé cette séance avec un eurodoll sur 1,0925, j'aurais vendu, j'aurais payé finalement le rebond d'un 0,930 en direction là ici de cette trendline, en direction de la borne basse finalement de mon triangle. Maintenant au cours actuel, 1,0919, c'est un peu délicat, je ne vais pas jouer un super risk reward, donc je préfère plutôt me montrer patient et privilégier ces deux scénarios. Donc franchissement d'un 0,930, on paye en direction d'un 0,960, cassure des 1,09, on paye en direction des 1,0860. 1,0860, ça correspond à ce niveau, je vais vous le baliser tout de suite. Vous voyez, c'est assez influent puisque ça correspond à un double bottom là ici. En tout cas, ça correspond au dernier point bas de court terme là ici de l'eurodoll. Voilà, donc les dés sont jetés sur EURUSD. Maintenant, on va passer à d'autres configurations. On a Pierre qui me demande là ici un point sur l'USD Yen. Je vais y venir tout de suite et l'USD Yen me plaît assez puisque il est clairement concordant avec les analyses que je vous ai livrées il y a peu de temps. En attendant, je rejette un œil sur le DAX. Alors, le DAX là, qui est en train de tester cette trendline, donc direction 10 665, le CAC doit aller se réorienter vers 4500, bon, bah, ça va être intéressant, 4512, on va surveiller ça ensemble. Je vous ai dit qu'en dessous des 4500, on pouvait potentiellement aller chercher, je pense, un trade sur 15-20 points en direction des 4485, ça me semble pas du tout, ça me semble même être plutôt un bon choix. Bon, eh bien, on va attendre. Scénario potentiel sur le CAC, cassure des 4500, aller chercher là ici l'encontre de cette ligne de tendance bleue, ça peut être effectivement un trade un peu agressif mais opportun en fonction de la configuration graphique, on va voir. Après en cas de rebond sur 4500, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être intéressant d'essayer d'y aller en swing, mais là on est sur des scénarios plutôt court-termistes et je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 4500 et 4550 je ne ferai rien à court terme. Ok, donc Eurodoll à surveiller, on rappelle, achat au-dessus d'un 0,930, vente sur cassure d'un 0,9. On passe sur l'euro-yen et ensuite on enchaîne sur l'USD yen. Pierre, il n'y a pas de souci. Euro-yen, configuration que j'attends aussi depuis pas mal de temps. On est sur du daily. Comme vous pouvez le voir, j'ai une ligne de tendance qui est venue caper les points hauts du cours depuis la fin de l'année dernière, depuis décembre 2015. Donc en fait, on a oscillé toute l'année 2016 en dessous de cette ligne de tendance baissière. D'accord. Donc on était au sein finalement d'un beau canal baissier. On aurait même pu retracer là ici un canal baissier comme ceci dans un premier temps avec une belle théorie de dos baissière. Cependant, cette théorie de dos baissière a été invalidée à partir du moment où le cours a été capable d'aligner une succession de points bas de plus en plus haut et donc on a pu retracer la formation d'un triangle symétrique d'indécision. La configuration devient extrêmement intéressante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on arrive à la fin de ce triangle. Vous voyez, l'amplitude entre la borne haute de ce triangle et la borne basse est désormais relativement serrée, c'est restreint, on n'a plus trop de place pour respirer. La borne haute elle est sur 114,60, la borne basse elle est sur 113,20, donc là à moyen terme on n'a plus de grosse amplitude à attendre avant d'avoir un super signal, je dirais, sous les yeux. Alors
À court terme, le franchissement là ici de cette ligne bleue nous entraînerait facilement, je pense, en direction des 116, puisque 116 c'est le dernier double top atteint là ici sur l'euro-yen, donc on pourrait facilement là ici aller chercher 116. Ensuite, le franchissement des 116 nous permettrait très certainement d'aller chercher les 121,50 à moyen terme, donc ça ce serait une super opportunité swing. Donc c'est vraiment une configuration que je tenais à vous montrer. Donc je vais passer sur du 4 heures pour vous donner les niveaux de façon un petit peu plus précise. Globalement au-dessus des 114,80, il y aura certainement une opportunité à aller tirer sur 120 points en direction des 116, et cassure des 113, on aura un super signal de vente à aller chercher en direction des 111,60. Ça sera les deux scénarios que l'on va surveiller là ici en swing sur euro-yen, donc on va rester patient, pragmatique. Maintenant au cours actuel, à court terme, c'est relativement délicat d'essayer de faire quoi que ce soit, vous le voyez en passant sur du 1 heure, les points bas du cours sont fortement éloignés du cours actuel, ce serait relativement délicat de placer un niveau de stop serré, donc là en plus on s'approche vraiment de la borne haute, donc même si effectivement le marché risque d'être haussier en direction de cette trendline, ce sera relativement délicat de bien gérer son risque en affinant un niveau de stop loss pertinent. Donc au cours actuel, patience, soyez voilà plutôt patient, essayez de privilégier finalement les scénarios sur franchissement là ici de ces seuils planchers, et puis ensuite on devrait retrouver des configurations plus directionnelles. On parle de l'USD Yen. USD Yen, donc je vous avais parler finalement de plusieurs opportunités intéressantes. La première se manifestait finalement sur le franchissement de cette ligne de tendance, donc qui était confondue avec le niveau horizontal des 102. Vous vous en souvenez, je vous avais recommandé les 104, et sur franchissement des 104, eh bien les 106 par voie d'extension. Donc on a franchi 102, on est venu se glisser sur 104, c'était un premier signal qui avait plutôt bien fonctionné. Maintenant, en passant sur du 4 heures, souvenez-vous, dans un premier temps, on a eu une longue phase là ici de consolidation au sein d'un triangle symétrique d'indécision autour des 104, et depuis qu'on a franchi 104, il y avait un super trade à prendre là ici au-dessus de ma flèche sur un scénario en throwback, c'est-à-dire que cette ligne de tendance faisait office de résistance, elle a été franchie, on prend l'alerte et on attend que le marché revienne sur ce niveau pour acheter. En plus de ça, cette oblique était confondue avec le niveau horizontal et psychologique des 104, donc c'était vraiment une super opportunité. Acheter 104, aller chercher 105, je pense franchement que c'était un trade assez simple à interpréter. Donc du coup maintenant on arrive à l'encontre des 105, et bien là ça va devenir délicat, les acheteurs vont certainement prendre des bénéfices, les vendeurs vont surveiller la réaction du cours sur cette zone de résistance influente. Moi je vous conseille simplement de ne pas entrer, de ne pas entrer au cours actuel, on est trop proche de la résistance, encore une fois ce sera délicat de gérer son risque à court terme, donc on va attendre le franchissement des 105 pour aller viser 106, et je vous inciterai finalement à appliquer un plan de trading assez similaire à celui que nous avions pu considérer au préalable sur les 104, c'est-à-dire franchissement des 105 vous donnera l'alerte, mais à mon sens, il serait bien plus judicieux de considérer le signal non pas sur le franchissement des 105, mais sur un rebond haussier sur 105. C'est-à-dire 105 c'est une résistance, on franchit, on attend qu'on revienne dessus, et là on y va. Okay, donc c'est ce qui me semble le plus opportun à faire, Pierre, sur l'USD Yen. Si vous avez un avis divergent, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, et puis on ouvrira le débat ensemble. Ok, on passe alors l'or, configuration très intéressante, et ça va me faire plaisir là ici d'avoir l'opportunité de vous en parler. Je vais vous proposer une chose, je vais vous proposer de supprimer tout mon champ de bataille et de tout recommencer pour vous montrer un petit peu euh, ma vision des choses au cours actuel, pour voilà, pour bien vous illustrer les choses. Je pense que ça peut être vraiment opportun de repartir sur des retracements. Donc on reprend un petit peu le fil conducteur. Là je suis sur de l'hebdomadaire, on oscillait au sein d'un canal baissier. Rappelez-vous, on a franchi la borne haute de ce canal qui durait depuis mi-2013, donc vraiment un canal baissier de long terme. Je vous rappelle que je suis sur de l'hebdo. Donc on a franchi là ici ce niveau, c'était juste au-dessus des 1200 $. Vous voyez, je vais affiner le seuil. Donc une fois qu'on a franchi 1200, nous on était intéressés pour aller chercher 1300. On va en reparler ensemble. Voilà, ça avait plutôt bien fonctionné, puisque vous voyez que le sommet s'était bien arrêté sur 1300. 1300 c'était un seuil qui était psychologique, et ça faisait office du dernier point haut là ici de ce canal. Donc c'était assez simple, je pense, de déterminer un objectif dessus. Alors, maintenant, que faire? Eh bien, souvenez-vous, à court terme, moi j'avais des scénarios assez tranchés sur l'eurodoll. On va y revenir ensemble.
Alors, je vais patienter un petit instant, je vais essayer d'affiner mes niveaux, ils sont pas si simples à retracer. Ok, donc vous vous souvenez, là ici, je rappelle, donc c'est le franchissement des 1200 $. Ok, nous on avait été chercher 1300. Et ensuite, une fois qu'on avait franchi 1300, c'était au moment du Brexit. C'était là ici en juin dernier, lorsqu'on était passé au-dessus de la borne haute de ce biseau d'indécision, au-dessus des 1300 $. Nous on voulait payer en direction des 1400. Vous vous souvenez, moi j'avais pris un trade le 1er juillet. Donc le 1er juillet, donc une semaine après le Brexit. Et donc j'étais entré aux alentours des 1330 et j'allais chercher 1395. J'avais un stop à 1295. Pour ceux qui se souviennent. Et du coup, on avait atteint des sommets sur 1370, 1375, je vais retracer ce niveau, et finalement mon take profit donc n'a pas été touché, et même mon stop a été chassé, puisque le marché finalement a cassé, donc là ici, cette trendline, donc qui faisait au départ office de borne haute de biseau et ensuite borne basse d'un triangle symétrique. On l'a cassé, on est venu casser 1300 et on est venu toucher mon stop. Donc là je me dis, j'ai toujours un biais fondamentalement haussier sur l'or. Cependant, c'est vrai que là ici, cette cassure de ce triangle m'a clairement frustré. On est venu chasser mon stop, on a cassé 1300. Maintenant, je me dis, je change pas mon fusil d'épaule fondamentalement parlant, mais quand est-ce que je pourrais essayer de faire quelque chose sur l'or? Quand est-ce que je pourrais finalement retenter ma chance à moyen terme pour saisir l'opportunité? Bon, eh bien, je vais vous montrer une trendline qui est assez intéressante. Je vais enlever l'automatisme du graphique, je vais dézoomer un petit peu et je vais essayer de m'appliquer pour vous la retracer. Alors, l'idée c'est d'essayer de relier ce point avec celui-ci, d'accord, tout en passant par ce sommet, celui-ci également, venir caper ces points bas et les courants actuels, d'accord. Alors on va essayer ça. Je vous demande un petit instant, hop, on va essayer de la tirer ensemble et puis on va ensuite la raffiner. Hop. Alors, j'ai bougé mon niveau horizontal, je vous demande un petit instant. Ok. Ok, c'est fait. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, pour moi, ça a du sens. C'est-à-dire que cette trendline, elle vient caper ce point bas, ce second, ce troisième. Une fois que cette trendline, elle a été cassée, là, ici, eh bien, on est venu rebondir à la baisse dessus, et on est venu rebondir sur 1188. Donc, à mon sens, c'est vraiment la trendline qui est venue permettre aux vendeurs de se manifester, puisqu'on n'était pas sur 1200. Alors que théoriquement, 1200, c'était la zone d'attraction des prix par le haut. Donc, cette trendline, pour moi, elle a du sens jusqu'ici, et à terme, je dis bien à terme, lorsqu'on a franchi la borne haute du canal baissier de long terme qui datait depuis 2013, eh bien on a également franchi 1200 et par la suite on est venu se reposer sur l'extension de cette ligne de tendance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là ici on a faussement cassé le niveau, d'accord. On le voit d'ailleurs, en plus la cassure elle s'est représentée là ici avec un gap baissier, d'accord. Et là à court terme, eh bien on semble reprendre du poil de la bête. Ce qui est intéressant, c'est que cette ligne de tendance est en plus presque parallèle avec cette trendline, d'accord. Donc on pourrait penser, pour les plus optimistes, dont je fais partie, que le gold finalement pourrait se reprendre là au départ de son dernier rebond sur 1245. On va regarder ça. Ok, donc au départ du rebond là ici sur 1245. Maintenant, souvenez-vous, jeudi dernier, je vous avais donné des niveaux intéressants à surveiller. On va passer sur du 4 heures. On va même passer sur du 1 heure. On va passer sur du 1 heure, on va enlever l'automatisme du graphique. Donc, vous voyez, là ici c'est 1245. Bon, eh bien, au départ, moi je surveille cette configuration-là. C'est-à-dire que... Alors non, c'est même pas cette trendline, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-là. Au départ, je surveillais ça, c'est-à-dire je me disais, les points hauts du cours sont capés par le bas, je vais attendre que le marché aille au-dessus pour essayer de faire quelque chose. Donc le marché avait franchi cette trendline par le haut, j'ai attendu que le marché vienne rebondir dessus pour acheter. Donc finalement, j'ai acheté ici. J'ai mis un stop en dessous de 1245. Honnêtement, au début, je me suis fait une belle frayeur, puisque le marché m'a pas du tout donné raison tout de suite. Il a rebondi plusieurs fois sur 1261,80 à peu près. Il a continué à glisser, mais vous voyez que cette ligne de tendance elle a quand même bien fonctionné. On n'a pas de clôture de chandelier japonais en dessous, on a des mèches qui sont venues la tester, mais globalement on s'est tout le temps arrêté dessus. À terme, on a bel et bien rebondi, enfin, Eureka, et donc j'avais un premier objectif situé sur les 1270 $. Donc objectif qui a été touché, ici, d'accord.
Et donc maintenant, au cours actuel, on est à 1267, on a des points hauts qui sont à 1275, d'ailleurs on a un double top dessus, ça correspond là ici à ce sommet ainsi que au précédent, mais du coup vous comprenez ma façon de voir les choses maintenant à court terme. À court terme je reste haussier sur l'or, tant que la trendline que je viens de vous retracer tient le choc. C'est-à-dire, tant que, je vous demande un petit instant, je vais remettre l'automatisme du graphique, tant que là ici cette ligne bleue continue de supporter les cours par le haut, eh bien je ne changerai pas mon fusil d'épaule. Maintenant, si elle en vient à être cassée, effectivement, je pense qu'on pourra aller rechercher les 1200 $ assez facilement. Mais toujours est-il qu'au cours actuel, je garde un biais réellement haussier sur l'or, et graphiquement parlant, je pense que le plan continue de tenir la route, donc on va suivre un petit peu ce que ça va donner. Il est 16h37, on va tout de même essayer de passer à l'action. Je voulais vous présenter les configurations les plus intéressantes, je trouve, à surveiller. Donc pour moi, le gold, il y a des choses à faire. L'USD yen, là, on va tester 105, mais il y avait un super signal au départ des 104 que je vous avais donné, tout en vous ayant déjà donné le signal au départ des 102. Donc là, sur franchissement des 105, on prend l'alerte, on attend le throwback sur 105 pour pouvoir acheter en direction des 106. Euro-yen, on est en train de tester là ici cette trendline qui, rappelons-le, est très influente. Regardez un petit peu, c'est vraiment du moyen long terme. Là, on est clairement dessus, donc configuration très intéressante. Les plus agressifs vont tenter de la vendre. Moi, je vous conseille vraiment, sur du moyen terme, d'attendre le franchissement des 116, et là je pense qu'il y aura matière vraiment à se gaver, et cassure des 113 potentiellement aussi. Après, pour ceux qui ont suivi mes articles sur le yen, moi j'ai un biais fondamentalement baissier sur le yen à horizon 6 mois, donc pour le moment je préfère privilégier les scénarios haussiers sur l'euro yen et l'USD yen. On parle de l'eurodoll. Regardez, l'eurodoll, on est en train de franchir un 0,930, mais écoutez, on va payer. On va payer, je vous demande un petit instant, je vais calculer mon stop, on va aller viser un 0,960, ok, on va placer un stop à un 0,907 je pense, on est actuellement à 0,932, très bien, je suis sur les 30 minutes, je vais passer sur du 15 voire du 1 minute, ok, donc le sommet c'est un 0,937 à court terme, je vais dézoomer un petit peu. Bon, c'est intéressant, en plus on a un beau doji là ici sur la clôture du précédent chandelier horaire. Ça m'incite à y aller. Ça m'incite à y aller. Maintenant il faut que le cours vienne retourner au-dessus d'un 0,930 ou amorce un rebond. Ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais calculer mon nominal de transaction. D'ailleurs, on n'a pas parlé des opérations que j'avais prises jeudi dernier, puisque mardi, on avait laissé place à Universal Trading Finance, qui nous a parlé de son price action, de sa méthodologie, de son encadrement avec ses élèves. Donc, j'ai pas animé de séance de trading en direct mardi. La dernière, c'était jeudi. Pour ceux qui se souviennent, on avait pris deux opérations. On avait acheté le DAX et vendu l'euro. Bon, eh bien, ça avait bien fonctionné, hein, pour ceux qui se souviennent des tech profits. On avait pris des bénéfices sur les deux trades. Alors Eurodoll, j'ai envie de payer, je vais calculer là ici le volume de mon opération. Donc l'idée ce serait d'essayer d'entrer autour des 1,0930, de mettre un stop sur 1,095. Je vais calculer sur 28 pips de stop. Je vous mets un petit instant. Ok, donc je serai là ici sur du 1,95 lot. Je vais vérifier. Pour risquer 1% de 50 000, hein, c'est toujours l'idée. Ouais, c'est ça. Ok, donc 1,95 lot, on est prêt à y aller. D'ailleurs, là, ça me plaît bien ce qui se passe en 1 minute. Ça me plaît assez bien. Bon, c'est cohérent. Ok, donc ni une ni deux, on n'a pas trop attendu. On est entré directement là ici en opération sur EURUSD. Première opération prise au sein de cette séance de trading en direct. On va affiner au niveau de stop loss et de take profit. Un stop loss donc 1,0907, un take profit en dessous des 1,0960, soit 1,0957. Et on va regarder un petit peu ce que ça va donner. On est en train de comptabiliser 50-60 euros. Vous voyez, je suis entré dans un bon timing. Là, on a 70 euros de gain, 50 euros de gain. Voilà, toujours est-il que le spread a été payé rapidement. On a un stop qui nous protège assez bien. On est en train de prendre 65, 70 euros. Bon, écoutez, on va regarder un petit peu ce que ça va donner. On va revenir sur les configurations indicielles. Le DAX, vous voyez, tout à l'heure, il testait ici. Donc nous, on voulait surveiller le CAC sur 4500. Mais vous voyez, à l'encontre des 4500, on a plus grand vendeur, hein, j'ai envie de dire. On a plus grand vendeur. Donc pour le moment, je pense que vraiment à court terme, c'est délicat, hein, de faire quoi que ce soit là ici sur le CAC. Je maintiens mon fusil d'épaule pour le moment, je reste inactif sur cet actif là. Eurodoll,
On a payé, le scénario il me semble vraiment assez opportun, maintenant advienne que pourra, on va regarder. Écoutez, il est 16h40, l'idée ce serait de vous laisser pour 16h55, donc il nous reste un bon quart d'heure à passer ensemble. On a ouvert un trade. Si vous avez des questions, si vous avez encore une fois des configurations sur lesquelles vous voulez eh bien, que l'on se prononce, n'hésitez pas. Je jette tout de suite un œil au panel de questions. Ok, donc Youssef voudrait qu'on aille jeter un œil sur l'Eurostock et sur le Dow. On va certainement le faire. On va certainement le faire. Je regarde si on a d'autres choses pour le moment. Bon, pas réellement. Ok. Ok, bon mais écoutez, ça c'est à suivre. C'est à suivre, je regarde en même temps les configurations. USD Yen, on talonne toujours les 105. Euro Yen, les 104,80, on est en train de tester cette trendline, voire potentiellement passer au-dessus d'ici peu. DAX 10 677, CAC en direction de 10 500. Ok, mais écoutez, on va surveiller ça. En attendant, je vais faire une légère pause sur mon écran. Je vais changer de serveur pour vous montrer deux actions que je surveille depuis quelques temps maintenant et actions dont je vous avais fait part dernièrement. Il s'agit des bancaires françaises avec le Crédit Agricole et avec la Société Générale. Crédit Agricole, souvenez-vous, on suit l'actif là ici depuis ma flèche, depuis le retour au-dessus des 8,50 €. Je vous avais conseillé 9 € puis 9,20 € par extension. Ensuite, je vous avais conseillé d'attendre un retour sur 9 € pour y retourner. Donc vraiment l'actif s'est bien prêté au jeu. Maintenant c'est vrai que ça a été assez délicat au-dessus des 9 € 30, 35 eh bien d'acheter le cours puisqu'on était vraiment proche de la borne haute. Donc on a attendu et là finalement on a eu un gap haussier qui nous a permis finalement de sortir là ici de la borne haute de ce canal. Donc là il y avait vraiment une opportunité intéressante à aller chercher. Certains ont dit aux alentours des 10 €. Bon, eh bien ils ont vu juste puisque les points hauts sont sur 9,96 €. Donc là intéressant, moi ce que je vous conseillerais c'est plutôt d'attendre un retour sur cette trendline qui est maintenant censée faire office de support dynamique pour essayer d'acheter le Crédit Agricole en direction des 10 €. On va parler là ici de la Société Générale. Société Générale, canal haussier, on l'avait breaké sur canal baissier. Maintenant on réintègre les prix à l'intérieur du canal haussier initial. Effectivement là ici au cours actuel, eh bien c'est plus intéressant de privilégier les achats sur Société Générale. Donc voilà, des bancaires qui caracolent finalement à la hausse là ici, en tout cas pour ces deux-là. Alors, je vais maintenant revenir sur notre compte. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je m'en un petit instant. Ok, on est bon. On est revenu sur le compte du live. Ok, alors j'ai une question de Yanis. Pourquoi d'une manière générale les publications françaises ont peu d'impact? Elles peuvent avoir des impacts hein, sur le CAC, voire même on peut avoir des répercussions sur le DAX si on a vraiment, je dirais, de gros décalages entre les chiffres attendus. C'est toujours le même principe, entre les chiffres attendus et les chiffres qui vont retomber. Mais c'est vrai que d'ordre général, c'est plutôt l'Allemagne qui a tendance à driver les choses. Donc, on comptabilise en tout cas plus de statistiques à impact volatile sur l'eurodoll en provenant de l'Allemagne que de la France. Ça c'est un fait certain. Je pense que c'est des stats qui sont tout bonnement moins surveillés à l'international, mais qui ont tout de même leur considération puisqu'on reste quand même une économie influente au sein de la zone euro. Mais c'est vrai que globalement, en tout cas, on a moins d'impact sur les marchés, quels qu'ils soient, de toute façon, que le DAX. En parlant Forex, etc. Le DAX, plutôt tout ce qui est économie en provenance de l'Allemagne, ça a plus d'influence en tout cas sur les marchés que ce qui se passe dans notre beau pays. Ok, je regarde un petit peu ce qui se passe sur Eurodoll. Eurodoll, on est pas mal, hein, on est à 110, 117 € de gain là maintenant. Le scénario, il est vraiment pas mauvais hein, en termes de timing. On n'a jamais pris encore de perte latente, donc je dirais qu'on est vraiment entré dans un timing opportun. 114 €, je vois au cours actuel.
écoutez, on va patienter. Pour le moment, on reste dans ce wagon-là. Du coup, ça m'incite tout de même à jeter un œil au DAX et au CAC. Je me dis qu'on pourra avoir une amorce baissière à court terme. Mais vous voyez, il n'y a pas réellement de corrélation évidente là à mettre en place. 140 € là ici au cours actuel. Pierre me dit ton trade euro est fermé, c'est-à-dire le trade qu'on a ouvert tout à l'heure. Non, il tourne toujours là. Vous l'avez sous les yeux. Et si vous parlez du trade de jeudi dernier, oui, lui, il a été clôturé sur le take profit annoncé. Comme le trade qu'on avait pris sur le DAX. Alors. Ah mais en fait je pense que l'écran était en pause quand j'ai changé de... Ouais, vous aviez eu un écran en pause en fait, tout le monde ne voyait pas les choses il me semble. Ouais c'est ça Pierre, l'écran était en pause. Ok, 16h47, écoutez, j'attends de voir si vous avez d'autres retours. En attendant, on rejette un œil ici, Euro-Yen sur test, USD-Yen sur test également. Méfiance ici à ce qui va se passer dessus. Le gold, vous avez compris un petit peu mon point de vue hein, sur l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure. Je garde un cap manifestement haussier. Fondamentalement je l'étais toujours, maintenant le tout était de trouver une complémentarité graphique pour crédibiliser mon scénario, c'est chose faite. Ok, mais écoutez, 16h47, on va pas tarder là ici à terminer cette séance ensemble. Je vais regarder si je peux vous montrer d'autres petites choses. Pour ceux qui ont suivi également ce que j'avais proposé là ici récemment sur Twitter, sur le Facebook GKFX, etc. Je vous ai parlé finalement d'un scénario en inversion de rôle sur le seuil des 79 sur AUD Yen. Ceux qui ont vu passer mon article sur le Yen sur ActuFinance, c'est un signal que j'avais donné en screenshot sur mon article, il y était. Donc c'était vraiment là ici sur ma flèche, on avait eu un quadruple top hein, finalement sur les 79, et quand on avait franchi 79, vous voyez, belle amorce d'un rebond haussier, et là vraiment c'était assez lisible, hein, vous voyez la construction des chandeliers, on s'arrête sur des toupies, des doji à l'encontre des 79, c'est vraiment assez intéressant, une inversion du biais psychologique traduit par la construction des chandeliers japonais. C'était vraiment opportun de payer 79 pour aller chercher les 80. 80 c'était le niveau préconisé sur l'article rédigé pour ActuFinance, c'est un niveau qui a été touché très rapidement, on a déjà comptabilisé un double top dessus. Donc ceux qui avaient même loupé le coche du signal pouvaient même réacheter quand on est revenu sur 79 pour aller rechercher le même objectif. Donc vraiment USD Yen, c'était intéressant. De toute façon, vous l'avez compris, je suis plutôt dans l'état d'esprit d'essayer de privilégier tous les scénarios à l'encontre du Yen. Donc à USD Yen, je vais privilégier des achats, Euro Yen la même chose, USD Yen la même chose. Et en tout cas, pour le moment, le plan semble bien fonctionner. Donc on verra si ça tient dans les semaines à venir, en espérant qu'on ne prenne pas, je dirais, une légère claque comme on a eu sur l'or récemment. Et voilà, l'or, encore une fois, on a remis ça. Alors, je regarde un petit peu là ici les questions. On a Foucault du Merle qui me demande si pour de l'intraday vous préconisez pardon, du M1, M5, M15. Ouais, moi en fait, ce que je vous inciterai à faire, c'est, je ne sais pas si vous étiez là, Foucault du Merle, lorsque j'ai fait mon analyse sur l'or. Je vais attendre votre retour parce que si vous étiez là, moi je vous incite à faire exactement la même chose tout le temps en fait. C'est-à-dire de partir de l'échelle de temps la plus longue et de déterminer le contexte pour ensuite affiner sur les échelles de temps de plus en plus courtes en fait. Pierre me demande ce que c'est mon Twitter, je vais donner le lien de mon Twitter. Twitter en fait je m'en suis jamais réellement beaucoup servi, je commence à m'y mettre un petit peu. Yoav lui bien plus présent que moi sur Twitter, donc j'essaye de suivre un peu la cadence et je vais publier de plus en plus dessus. Voilà, je voulais envoyer mon Twitter. Donc je vais être de plus en plus actif là ici sur ce réseau. Donc pour vous répondre Foucault, je ne sais pas si vous étiez là lorsque j'ai parlé de l'or, mais voilà, l'idée c'est de vous inciter à partir de l'échelle de temps la plus longue jusqu'à celle qui vous intéresse pour vos trades. Et donc si vous faites de l'intraday, effectivement je pense que c'est intéressant d'aller jusqu'à l'échelle de temps au moins 5 minutes. Foucault me dit non, j'étais pas là, oui je pars tout le temps à l'échéance la plus longue, mais y a-t-il un focus temps à faire pour de l'intraday? C'est à dire que on va reprendre par exemple on va reprendre la configuration euro-dollar. Et euro-dollar, au début je vous en parle sur du daily, ensuite je passe sur du 4 heures, tout à l'heure vous m'aviez vu avec une trade line ici, etc.
Bon, après, une fois que mon contexte il est bien situé, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement switcher du 15 minutes au 1 minute en permanence. C'est-à-dire, je vais regarder le 15 minutes, je vais regarder ce qui se passe en du 5 minutes. Par exemple, là sur du 5 minutes, la clôture de ce précédent chandelier fait pas trop mes affaires. On a une longue mèche orientée vers le haut. J'imagine que là c'est propice à une phase de correction, voire de consolidation. Bon, après, c'était assez envisageable puisque ce mouvement haussier, il date tout de même depuis ce point bas là ici. Donc, je peux m'attendre effectivement à avoir des pertes latentes et avoir un marché peut-être regagner cette trendline, et auquel cas il sera intéressant pour ceux qui n'ont pas encore pris le trade de rentrer sur cette flèche, d'accord. Et ensuite 1 minute pour déterminer vraiment le point d'entrée, mais vous voyez que sinon le 1 minute j'y retourne quasiment jamais. Le 1 minute tout à l'heure il m'a servi pour rentrer, j'ai attendu qu'on ait une enveloppe là ici sur un 0,930 avec une longue mèche orientée vers le bas et j'ai acheté directement dans la foulée. Donc le 1 minute pour saisir mon opportunité, mais ensuite je dirais que je reste sur 5 minutes, 15 minutes pour surveiller un petit peu la construction des chandeliers qui me semblent plus influents sur ces échelles de temps que sur le 1 minute. De toute façon, je pense que les indications sur les échelles de temps supérieures priment réellement sur les indications des échelles inférieures. Donc quand on a le doute, je pense qu'il vaut mieux privilégier effectivement les time frames de plus long terme. Voilà, bien écoutez, il est 16h52, on va terminer cela ensemble. Je jette un dernier coup d'œil là ici sur ce que fait le DAX. Le DAX, ça pourrait être intéressant d'essayer de le payer. À court terme, hein, sur un petit scalp là, de 5-6 points, les chercher 10 007. Je regarde en 1 minute ce que ça donne. Ouais, il aurait peut-être fallu rentrer au-dessus de 10 680, c'est peut-être un peu tard. Sur du 5 minutes, ça se tient, hein. Je vais regarder aussi sur du CAC. CAC, on s'arrête déjà, hein. Alors, hop. Ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pas, voilà, c'est pas si clair, c'est pas si clair. Donc non, on va pas essayer de trouver des opportunités où il n'y en aurait pas. Le DAX c'est quand même un peu plus propre, je dirais, sur la configuration graphique. Essayer de l'acheter en direction de 10 700, ça peut se faire, mais bon, voilà, je trouve que c'est pas le meilleur des timings en tout cas pour y aller. Je vois que là l'eurodoll on est en train de passer en perte latente pour le moment. Donc on a effectivement là ici un correctif qui est en train de se mettre en place. On est juste en dessous là ici de mon point d'entrée. Donc là pour ceux qui n'étaient pas entrés tout à l'heure, qui sont arrivés un peu tard, je pense que le signal sera encore plus opportun si jamais le marché baisse et qu'il revient en direction de ma flèche là ici. Et acheter l'eurodoll à court terme en direction d'un 0,960, ça me semble toujours être une bonne idée. Écoutez, il est 16h53, je vais laisser ce webinaire tourner pour laisser l'intervention BFM de 17h dessus, mais il ne va plus y avoir de son, seulement l'image, je veux dire, ça nous servira finalement à encoder le replay de la séance de trading en direct avec les interventions BFM dessus. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé, vous retrouverez demain matin Yoav Nizar, mon collègue, à 8h45 pour le petit déj de la bourse. Nous, on se retrouvera mardi prochain à 19h pour une nouvelle séance de trading en direct. Je vous remercie d'avoir participé jusqu'au bout. Youssef me pose une question. Quel est l'indice le plus liquide? Alors, si c'est tout indice confondu, c'est le Dow, et si c'est européen, c'est le DAX. Yanis, à très bientôt. Merci pour les messages. Il faudrait d'ailleurs qu'on s'appelle. J'ai 2-3 choses à te dire. Youssef, avant de nous quitter, oui, je vous ai répondu. Pierre, merci pour les retours. Youssef également. Merci à tous. C'était une séance assez sympa. On n'a malheureusement pas pu prendre beaucoup d'opérations, mais vaut mieux, je pense, être assez sélectif. On l'a vu lors des séances précédentes. Comparé au départ, j'ai une démarche un peu moins agressive sur les prises d'opération, mais on a un pourcentage de réussite bien plus élevé qu'au départ. Donc on prend moins de trades, mais on a un pourcentage de réussite qui est meilleur. Donc je pense que pour le moment, ça c'est assez convaincant. Mais écoutez, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines séances. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, bon trade sur les marchés. À demain matin, 8h45 avec Yoav Nizar pour le petit déj de la bourse. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt.